l'ITIE. Vous en avez entendu parler, mais vous n'avez pas beaucoup prêté attention parce que nos autorités n'aiment jamais qu'on parle des outils de transparence, des outils qui permettent d'évaluer la bonne gouvernance. Nos autorités aiment nager dans les eaux boueuses, marécageuses, bref, ce sont des poissons en eau trouble. Et dans cette eau trouble, malheureusement, il y a des pêcheurs qui viennent toujours avec l'hameçon, qui vous donnent un pain à manger, mais qui viennent par la suite vous pêcher, vous mettre dans la sauce. Le Cameroun est donc dans la sauce. Le Cameroun risque d'être mangé parce que le Cameroun n'a pas respecté ses engagements. En 2005, Paul Biya a fait les pieds et les mains pour que le Cameroun fasse partie de ce que l'on appelle l'initiative de transparence des industries extractives. C'est une organisation qui regroupe au moins 60 États qui bénéficient de ce qu'on peut appeler les ressources minières. Et cette organisation, qui est basée en Norvège, est aussi là pour noter les États, et surtout les États qui ont souvent été défaillants sur le plan de la gouvernance et surtout de la gestion des ressources des matières premières. Le Cameroun s'est retrouvé dans un problème terrible, placé pratiquement sous les fourches caudines du Fonds monétaire international. Et le Cameroun, dans son plan de redressement, a voulu jongler et a essayé d'acheter, en utilisant l'argent de la SNH, un avion qu'on appelait l'Albatros. Chacun d'entre nous peut imaginer les conséquences désastreuses qui s'en sont suivies parce que le FMI n'était même pas au courant de cette jonglerie. C'est encore les amis de Paul Biya qui avaient sorti 31 millions de dollars pour aller acheter cet oiseau de malheur qui était en train de se reposer dans un désert de Madagascar et qui avait été peinturluré à la va-vite et qui faisait un bruit d'un véritable train marchandise du XVIIe siècle, fumant et prêt à tomber. Dans cette mésaventure, qui a d'ailleurs eu à conduire non seulement le Premier ministre et Noni Ephraim en prison, mais aussi deux secrétaires généraux tels que Atambara et Marafa, eh bien, le FMI avait imposé donc au Cameroun de respecter les règles de la transparence et de la gouvernance concernant les matières premières. En 2005, le Cameroun avait donc adhéré à cette initiative qu'on appelle l'ITIE. À cette époque, c'était le ministre Abba Polycarpe. Et tout allait bien, ou plutôt tout semblait aller bien, puisque le Cameroun d'ailleurs avait déjà devant son nom un point vert, c'est-à-dire il y a de bons efforts qui sont produits et que le pays est en train d'avancer. Mais sauf qu'entre-temps, Paul Biya a bien cru remettre toutes les ficelles, la manivelle, à son neveu, Louis-Paul Motazé, pour qu'il conduise non seulement des grandes réalisations, mais surtout qu'il soit aussi là comme courroie de transmission entre diverses administrations et aussi qu'il soit le président de ce qu'on appelle le comité de l'ITIE Cameroun. Louis-Paul Motazé est donc le président du comité de l'initiative de transparence des industries extractives. Cela veut dire que il coiffe une structure qui a plusieurs collèges. Cette structure, à l'intérieur, vous avez un représentant du président de la République, un représentant du Premier ministre, un représentant du ministère des Finances, un représentant du ministère de la Justice, bien évidemment aussi les organisations de la société civile telles que Transparency International, sans oublier
aussi même les organisations religieuses, dont les trois importantes. On a qui sont au Cameroun, c'est-à-dire que catholiques, protestantes et puis musulmanes. Voilà comment est-ce que cela a été conçu. Mais sauf que derrière aussi ça, Paul Biya, en 2019, a nommé un ministre des Mines, de l'énergie, en la personne de Dodo Ndoké. Il est de la région de l'Est. Il fallait donc conduire justement le Cameroun à pouvoir toujours se développer, comme par exemple d'autres pays tels que le Mozambique, ou même comme le Sénégal qui est entré après le Cameroun, mais qui produit des résultats stratosphériques de telle sorte que la dernière, ou plutôt le dernier sommet mondial de l'ITIE s'est tenu en juin 2023 ou au Sénégal, avec mention très bien. Entre-temps, le Cameroun n'a fait que régresser, puisque justement en 2018, comme chaque année, le Cameroun doit produire ce qu'on appelle un rapport. Ce rapport sur les exercices budgétaires, où on doit déterminer comment est-ce que, bien évidemment, les mines, les ressources minières, gazières ont été utilisées. On doit présenter aussi les licences des sociétés qui gèrent ceci, puisque d'ailleurs, même dans l'ITIE, il y a aussi des entités, des sociétés extractives telles que Cotco, Gaz Cameroun et autres qui sont représentées, en fait, 8, ils sont représentés. Le Cameroun, curieusement, n'a pas produit de rapport en 2018. Et, bien sûr, la présidente de l'ITIE, qui est en Norvège, a donc eu adressé un ultimatum au Cameroun de produire, bien sûr, ce rapport au plus tard, en 2021, selon les propositions de lui, Paul Montazé. Parce que lorsque le Cameroun n'a pas produit, eh bien, l'ITIE a immédiatement démontré sa colère et a écrit à la présidence de la République par rapport à ce manquement. Au lieu d'adresser la demande d'explication à lui, Paul Montazé, qui est le président, Ngongo a plutôt adressé une demande d'explication à Dodo Ndoké, qui lui vient d'arriver et qui est vice-président de l'ITIE. Qu'à cela ne tienne, il avait répondu. Mais lui, Paul Montazé, avait pris la ferme résolution de sortir le rapport de 2018, de le produire au plus tard le 31 mars 2021. Ce qu'il n'a pas fait. Conséquence, l'ITIE, en conseil d'administration, a statué contre le Cameroun et a suspendu le pays. Biya a été mis au courant. Il s'est fâché terriblement. Et il a demandé que cela soit résolu le plus rapidement possible. L'ITIE a pris encore des mesures un peu plus tendres pour accorder une séance de rattrapage au Cameroun. C'est ainsi que l'ITIE, justement, a accordé un temps de 90 jours, donc 3 mois au Cameroun pour pouvoir produire un rapport qui devait être fait en 2018, mais plutôt qui a été produit finalement le 31 juin. Le 23 juillet, en conseil d'administration, l'ITIE a encore décidé de remettre le Cameroun sur des rails. Mais cependant, en disant, admis avec faute. Et le énième rapport qui devait venir, c'est-à-dire que pour que le Cameroun puisse encore voir ses notes validées, le Cameroun devait produire un autre rapport au plus tard le 1er avril 2023, faute de quoi le Cameroun sera suspendu. Nous sommes en juillet 2023. Le Cameroun n'a toujours rien produit.
Une délégation de l'ITIE est arrivée à Yaoundé le 17 avril, c'est-à-dire que 16 jours après la fin de l'ultimatum. Ils ont été reçus par le ministre Louis-Paul Motazé, qui bien évidemment a eu à manger la bouche, a eu à balbutier, sans expliquer un certain nombre de choses. Et rien n'a été fait. Et surtout, il ne pouvait plus se cacher derrière Dodon Doken, le ministre qui est mort entre-temps le 31 janvier, enfin pas le 31, le 21 janvier 2023. Les gens de l'ITIE sont arrivés et ont fait des observations très importantes et très dangereuses. 1. L'ITIE Cameroun est financé par la ligne 64, la ligne 65 et la ligne 94. Les responsables de l'ITIE ont donc demandé justement, est-ce qu'on peut débattre de l'affaire Martinez-Zogo? Pourquoi l'ITIE le dit? Parce que le nom du Cameroun et des responsables de l'ITIE sont déjà salis, que ce soit à Paris, à New York ou à Oslo, en Norvège. Ils ont reçu les rapports. Et aussi les rapports de l'ONU, les rapports du Gavi et les rapports, même les enquêtes internes de l'ITIE. Puisque, quand on parle de l'affaire Martinez-Zogo, ça ramène à quoi? L'ITIE démontre que il y a une responsable, celle qui est secrétaire permanente de l'ITIE, dont le nom se retrouve comme bénéficiaire de la ligne 94. Elle est le bras droit de Louis-Paul Motazé. Retenez bien, elle s'appelle Agnès Solange Ondigi Ouna. Son nom figure à la 36e position selon la CONAC, qui a ouvert une enquête demandant des explications sur certains fonctionnaires qui ont bénéficié de la ligne 94. Elle est la proche collaboratrice de Louis-Paul Motazé et elle est secrétaire permanente de l'ITIE Cameroun depuis le 7 avril 2009. Elle est collaboratrice de Louis-Paul Motazé dans le comité de pilotage, non seulement de ce qu'on appelle la liquidation, mais aussi des privatisations des sociétés d'État. Donc, elle est le prête-nom de Louis-Paul Motazé. Et elle se retrouve de temps en temps dans des hôtels avec Louis-Paul Motazé. D'ailleurs, son mari, qui est d'ailleurs maire dans Kola Famba, mais c'est que le ministre des Finances finit avec sa femme. Qui le tient? Ils font des choses. Ils ont fait des prête-noms derrière la ligne 94. Et aussi derrière la liquidation des sociétés d'État où ils ont racheté avec des prête-noms. Et au niveau de l'ITIE, vous vous rendez compte, l'ITIE a été créé pour lutter contre la mafia, la gestion opaque, le blanchiment, les financements occultes. Mais l'ITIE se retrouve financé par une ligne opaque
La ligne 94 et la ligne 65 est dirigée par un mafieux qui a donné tous les marchés à Jean-Pierre Amour Belinga, lui Paul Moutazi. Lorsqu'ils ont dit cela, les responsables de l'ITIE, la salle est devenue calme. Pourquoi? Parce que l'ITIE avait reçu un dossier. Les révélations de Dodon Doké. Quand Dodon Doké arrive, il devient un problème pour lui Paul Moutazi. Pendant les réunions, il va poser une question. Il va dire, mais pourquoi on est financé avec la ligne 94? Et il regarde droit, la complice de lui, Paul Moutazi. Vous prenez combien? Vous prenez combien sur cette ligne? Mais il faut arrêter. Dodon Doké dit donc qu'il faut arrêter avec l'affaire de la ligne 94, que ce n'est pas bien pour l'ITIE. Que l'ITIE peut être financé à partir d'un impôt, mais pas à travers une ligne de détournement, une ligne de marché fictif. Alors que c'est l'ITIE qui doit plutôt évaluer non seulement l'extraction des entreprises, les sociétés, combien est-ce qu'ils produisent et tout. Parce que l'ITIE, pourquoi est-ce qu'on produit le rapport? Le rapport là doit être public pour que le peuple aussi sache combien le gaz rapporte, comment les ressources minières rapportent, combien tel rapporte, combien tel ou tel autre rapporte. Et combien les sociétés, les collectivités locales ont. Or, lui, Paul Moutazi a tout bétonné. Il ne sort pas de rapport. L'ITIE risque donc de suspendre le Cameroun. D'autant plus que même l'ONU, c'est-à-dire que le Haut Commissariat des Nations Unies, juste après la mort de Martinez Zogo et justement le 11 février 2023, avait déjà averti le Cameroun en disant que le Cameroun a signé le pacte des droits civils et politiques et dans l'article 19 qu'on ne devrait pas inquiéter les journalistes. Or, l'ITIE était au courant. Les responsables de l'ITIE sur le plan international étaient au courant du faux qui était en train de se passer au niveau de la ligne 94 et aussi de certains projets miniers. Ces projets miniers, justement, le Paul Moutazi a eu à mettre le nez dedans. En effet, vous vous souvenez que lors de son discours du 31 décembre 2023, Paul Biya paraissait confiant et faisait une annonce. Ce n'était plus qu'il va créer des emplois, il va faire ceci, le tralala qui fait ça. Mais il avait insisté sur une chose, à savoir que en 2023, le Cameroun va lancer des grands projets miniers. Et ces grands projets miniers, c'était par exemple l'offre de la Lobé Crédit, qui devait rapporter avec les Chinois qui avaient signé un contrat justement en juillet 2022 et que le Paul Moutazi ne voulait pas, mais qui avait été mené par Dodon Doké, que l'État du Cameroun devait bénéficier de 24 milliards 900 millions chaque année, plus 4 milliards 900 millions pour les collectivités locales. Le Paul Moutazi avait trouvé ça comme un échec, parce que ça avait été mené par Dodon Doké. Et maintenant aussi, il y avait l'autre projet de Bipindi. Et bien sûr, pour les Chinois, on disait aussi qu'ils devaient construire ce qu'on appelle une ligne de transport qui devait être une ligne de chemin de fer qui devait être sur 20 mètres et tout et tout. L'autre, bref, il y avait 3 projets. Je ne vais pas m'y allonger, m'y attarder. C'était ce que Paul Biya avait annoncé.
Or, Moutazé ne supportait pas non seulement que Dodon Doké dise que il faut arrêter la ligne 94 ou bien qu'il faut déterminer exactement la somme d'argent qu'on puise dedans et qui en bénéficie. Moutazé ne voulait pas ça. Mais au-delà de ça, il y avait cette histoire de ce qu'on appelle le secteur minier. Dodon Doké était dans l'inquiet. Très inquiet de telle sorte que il avait fait appel à Martinez Zogo, qui était devenu aussi un de ses confidents. Lui avait remis des documents. Et d'ailleurs, le même Dodon Doké va faire venir un autre de mes anciens collaborateurs, je crois qu'il va venir aussi avec Martinez Zogo. Nous sommes le 13 juin 2022. Et je crois que Sismondi Babet Bichoka, qui a été aussi un de mes collaborateurs quand j'étais directeur à Radio Sciento et qui maintenant est propriétaire de radio. Ils sont arrivés chez lui et Dodon Doké avait eu à dire que le chef de l'État était pris en otage et que particulièrement l'affaire du fer de la Lobé, on essayait de lui mettre les bâtons dans les roues. En même temps, il disait que au regard des promotions qui lui sont promises, il risque d'être tué. Je crois que puisque Martinez Zogo est bien mort, son collègue peut au moins le certifier. Dodon Doké avait donc demandé à Martinez aussi de partager ces documents avec son collègue Sismondi pour qu'il puisse alerter l'opinion nationale et internationale et surtout que cela puisse arriver aux oreilles de Paul Biya. Mais il semble, selon les informations que j'ai, que Sismondi n'a jamais reçu ces documents. Seul Martinez les avait. Constatez donc que ces documents qui chargeaient correctement lui, Paul Moutazé, se retrouvent quand même être aussi le motif de l'assassinat de Martinez Zogo avec la ligne 94 que Dodon Doké dénonçait. Ce qui est un peu curieux, c'est que Martinez Zogo est enlevé le 17 janvier 2023. Et puis, Dodon Doké, lui, avant cela, avait reçu des ambassadeurs. Il faut se dire que c'était un véritable ballet diplomatique. Il avait la santé de fer, 51 ans. Je crois que des diplomates italiens. Et par la suite, il était allé dans une réunion des ressortissants des élites de l'Est pour préparer, bien évidemment, les élections. Bon. C'était chez l'ancien ministre Emmanuel Bondé. Il nous est revenu que c'est là-bas qu'il avait été empoisonné. Mais on nous a dit que c'était une crise cardiaque, puisqu'il est parti mourir au niveau de l'hôpital de la Caisse. Quelque temps après, on nous a dit qu'on connaît celui qui l'a tué, on l'a bien arrêté. C'est qui? On nous a dit que c'était un certain Kouma, qui était son camarade de classe, ils auraient été ensemble. En même temps, on l'avait aussi vu avec Ketia Cortés. Mais toujours est-il qu'il a été empoisonné par des spécialistes. Il a été assassiné. Le gouvernement n'a pas communiqué. Alors que les deux morts, l'assassinat de Martinez Zogo et l'assassinat
de Dodon Doké sont strictement liés. Voilà pourquoi les gens de l'ITIE, ils viennent et disent tout simplement, est-ce qu'on peut parler de l'assassinat de Martinez Zogo? Parce qu'ils ont des éléments. Autre élément qu'on n'a pas eu à vouloir nous dire, c'est que non seulement le bénéficiaire de l'assassinat de Dodon Doké Moutazé, parce qu'il y a l'affaire de la ligne 94, il y a l'affaire de la ligne 65, et Martinez fréquente Dodon Doké, Martinez Zogo fréquente aussi le directeur des impôts, qui d'ailleurs a été rapidement enlevé parce que lui aussi devait être sur la liste. Et ce qui est beaucoup intéressant, c'est que tout un chacun sait que lui, Paul Motazé, est lié à Jean-Pierre Pablo Escobar en Mougozomlo par les détournements de la ligne 74 où il lui avait offert 173 marchés fictifs avec des sociétés écrans. L'ITIE le sait. Mais ce que les gens ne savent pas, et qu'on ne vous a pas dit, c'est que lui, Paul Motazé, a reçu le chef commando d'Anoui. Pas une fois, mais plusieurs fois. Et comment? En réalité, Justin Danoui avait un problème de ce qu'on appelle souvent le solde et machin, tout ça. Donc, son argent était bloqué. Autour de 21 millions de francs CFA. C'est pour ça qu'il va voir Amour Belinga, à qui il confiait déjà certaines informations. Et lui demande donc s'il peut appeler son ami pour qu'on débloque sa situation. Et à partir de là, Amour Belinga l'envoie donc chez Motazé. Les deux ont un problème. La ligne 94 avec l'ITIE rendant compte directement à Paul Biya, parce que Paul Biya tient absolument à ce que le Cameroun soit dans l'ITIE. La ligne 94, la ligne 65, où Dodon Doké, ancien inspecteur des impôts, ancien directeur du budget, avait des documents clés. Lui, Paul Motazé, va donc recevoir Justin Danoui. Les filatures vont commencer en octobre 2022 et non en janvier. Lui, Paul Motazé savait. Puisque c'est entendu, il fallait se débarrasser de cet homme qui parlait déjà, Martinez Zogo. Puisque les deux étaient systématiquement liés. Si lui, Paul Motazé, discute, monsieur le juge d'instruction, monsieur Florent Aimé Sikati de Camou, rappelez Justin Danoui. Dites-lui ce qu'il avait parlé avec le Paul Motazé. Demandez-lui cette question. Je sais que vous n'avez pas peut-être de possibilité actuellement d'interroger le Paul Motazé. Pourquoi on n'a jamais ouvert
l'enquête sur l'assassinat d'un ministre de 51 ans, Dodon qui avait tant de projets qu'il fallait financer. Parce que tous les projets étaient d'abord gérés par Paul Moutazé. Paul Biya, ne constatant pas des succès, a fait appel à quelqu'un de l'Est. L'Est, c'est quoi? C'est la région de Chantal Biya. Joseph Lé est venu tenter de brouiller les pistes en disant oui, c'est nos frères qui ont... Non, 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 non. C'est un crime d'État. C'est la ligne 94. C'est la ligne 65. C'est le fer de la lobby. Parce que Dodon Doké tenait absolument à ce que le Cameroun puisse avoir une vraie industrie minière, gazière. Parce que le Cameroun a le diamant, parce que le Cameroun a le cobalt, parce que le Cameroun a le fer, parce que le Cameroun a d'autres ressources. Ce jeune ministre avait une vision qui dérangeait d'abord la fiancée, l'amante et Moutazé. L'amante que je vous ai dit, Ondigi, Agnès, Solange, Wana. Élargissez vos enquêtes. Vous allez comprendre que cette affaire est tentaculaire. Mais cependant, reprenez vos audiences, monsieur le juge. Au début des déclarations de Danoué, il y a le nom de lui, Paul Moutazé. Ça ne vous fait pas clic? Martinez Zogo dénonçait une magouille dont le chef bandit était Moutazé, qui d'ailleurs, lorsqu'on avait attrapé Amougou pour payer les impôts, à vie à tiers payant, nous étions en février 2022, 17 milliards, lorsque les impôts ont saisi ces comptes, 5 banques, plus le trésor public, pour 17 milliards, c'est lui, Paul Moutazé, qui était le premier à intervenir. C'est lui qui lui a fait le dégrèvement. Le dégrèvement. La dernière fois. On parlait des gens à gauche et à droite et vous ne voyez pas le chef bandit. Qui a financé? Pablo Escobar. Ah, je sais que c'est très difficile hein, d'analyser ça. Mais je vous dis, les corbeaux vont avec les corbeaux, les colombes vont avec les colombes. On ne peut pas parler d'un chef de la mafia, détourneur de deniers publics, impliqué dans le pillage de la ligne 94 et ne pas chercher celui qui lui a donné ces possibilités de pouvoir bénéficier de ces avantages, de cette ligne 94, de cette ligne 65, qui plus est aussi impliqué dans la sortie du Cameroun actuellement de l'Éthiopie. Parce qu'il voudrait que nous soyons dans l'obscurité et qu'on ne sache pas ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que Dodon Doké disait, que Paul Biya est pris en otage par les siens. Parce que pendant qu'il veut, il croit que c'est ceci qui doit avancer. Ceux-là sont uniquement là pour piller, prendre de l'argent, parce qu'ils sont en train de préparer la succession. Et parce que le Paul Moutazé lui-même est en train de rêver qu'il deviendra chef d'État. En ce temps, Amouk Belinga, Pablo Escobar, lui aussi s'est dit, voilà, mes gros bras, celui de la justice et celui des finances sont encore dehors, plus
l'autre bandit qui est directeur du cabinet civil, ils feront tout et tout pour me sortir de là. Mais nous croyons qu'il existe un individu, un homme, pas un individu, un homme qui pour l'instant tient la baraque, un homme qui est peut-être le seul à rester encore incorruptible et qu'il faudrait protéger parce que lui-même, il risquerait aussi d'être assassiné. Oui, le juge d'instruction, Sikati, est en danger parce qu'il a une probité morale et il est en train de réaliser que c'est une véritable fourmilière dans laquelle il vient de donner un coup de pied.